Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 56. Aujourd'hui, je vous parle du château de Versailles, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 56e épisode. Depuis déjà 4 épisodes, je fais un autre podcast bonus où j'explique les différentes notions de grammaire, les conjugaisons, le vocabulaire, tout ce qui est un peu difficile ou irrégulier dans chaque épisode du podcast Fluidité. Ce podcast bonus qui s'appelle « Je vous explique » est réservé aux membres du club privé. Et en étant membre du club, vous aurez accès à d'autres bonus comme les transcriptions bilingues et plein d'autres choses encore. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description Spotify ou YouTube. Vous avez donc voté sur le groupe Telegram public et vous avez choisi le château de Versailles pour cet épisode. Venez nombreux sur le groupe, vous pouvez déjà voter pour le thème de l'épisode suivant. Je vous mets le lien aussi dans la description. Le fameux château de Versailles, c'est le 3e site touristique le plus visité de France. Donc on va en parler aujourd'hui. On parlera de son histoire bien sûr, d'anecdotes intéressantes et du côté touristique aussi, les immanquables, etc. Donc c'est parti. Pourquoi le château de Versailles est si touristique ? C'est parce que c'est l'emblème des rois de France et aussi parce qu'il est complètement démesuré, vous allez voir. Le château de Versailles n'est pas exactement à Paris, contrairement au Louvre qui est en plein centre de la capitale. Il se trouve quand même dans la région parisienne qui est composée de plusieurs départements, dont celui qui s'appelle les Yvelines. Et la ville de Versailles est le chef-lieu des Yvelines. Donc il est environ à 25 km au sud-ouest du centre de Paris. On peut bien sûr y accéder facilement en minimum 1 heure de métro et il y a aussi une gare de train à Versailles. Donc il faut généralement prévoir une journée complète pour visiter ce monument immense et ses jardins. Et quand je vous dis qu'il est démesuré, seulement à propos des bâtiments, il y a 63 000 m² répartis dans plus de 2300 pièces, dont 1000 qui servent de musée. Le parc est évidemment gigantesque, il fait 815 hectares, ça fait 8 km². Je connais pas les dimensions exactes, mais ça peut faire par exemple 4 km de longueur sur 2 km de largeur. On va commencer par les débuts de la construction du château. Au départ, en 1623, Louis XIII fait construire un modeste pavillon de chasse en plein milieu des marécages pour s'isoler un peu parce qu'il était agoraphobe, il avait peur de la foule. Un pavillon, c'est simplement un logement au milieu d'un parc. Et la chasse, c'est l'activité qui consiste à tuer des animaux en forêt pour les manger. Puis, en 1634, il fait agrandir le pavillon en château, en briques et en pierre. Il est construit en plein milieu de marécages. Un marécage, c'est une zone remplie d'eau avec beaucoup de végétation, donc généralement un endroit où on ne peut pas trop construire parce que la terre est meuble. La terre n'est pas vraiment solide. Le roi Louis XIII meurt 10 ans après et laisse le château en héritage à son fils, Louis XIV. Et son fils ne va pas arrêter de faire agrandir l'édifice pendant 50 ans minimum pour pouvoir accueillir sa cour. La cour du roi, c'est l'ensemble du personnel qui travaille pour lui et sa famille aussi. Louis XIV considérait qu'il était un envoyé de Dieu et qu'il devait montrer le pouvoir de la France par un palais gigantesque et magnifique. Donc il va faire de Versailles le plus grand château d'Europe. Donc pendant plusieurs décennies, des milliers d'ouvriers vont travailler pour construire cette merveille qu'on connaît maintenant. On commence aussi à créer d'immenses jardins à la française. Le jardinier du roi le plus connu s'appelle André le Nôtre et grâce à ses ouvriers, ils vont commencer à installer dans les jardins des statues inspirées de la mythologie grecque, une ménagerie, c'est-à-dire un endroit avec beaucoup d'animaux, une orangerie, donc pour y faire pousser des oranges, un verger, un canal, mais aussi beaucoup de bassins qui sont en réalité des fontaines géantes. Et à partir de 1682, le roi Soleil, Louis XIV, a fait installer définitivement sa cour et son pouvoir central au château. Son architecte, Louis Le Vau, fait construire 2 grands appartements, un pour le roi et un autre pour la reine. En fait, l'appartement du roi était divisé en 7 salons, inspirés par la mythologie grecque aussi. Le salon le plus connu s'appelle le salon d'Hercule, avec le plafond peint le plus grand d'Europe.
Le palais représente le symbole de la monarchie absolue dirigée par le roi. On y organise les décisions politiques les plus importantes, des fêtes incroyables, des complots, etc. Ensuite, on couvre la terrasse frontale pour la transformer en la fameuse galerie des glaces, qui deviendra le lieu de réception du château. Le roi voulait que la galerie soit faite pour éblouir les visiteurs, donc il y fait poser 357 miroirs, rien que ça. Louis XIV lance une nouvelle campagne d'agrandissement du château pour y loger le reste des ministres et tout le personnel qui vivait pas encore à Versailles. En tout, avec le personnel de service, des cuisines, etc., il y avait environ 10 000 personnes qui y habitaient. C'est vraiment énorme, c'était comme une ville en réalité. Le roi Soleil adorait se montrer en public, et à la fin de son règne de roi, il fait déplacer sa chambre au centre du château. Tous les jours, il y avait une centaine de personnes qui venaient voir le roi se lever ou se coucher. C'était un rituel au château. Il y avait un valet de chambre qui venait réveiller le roi pour qu'ensuite les nobles puissent entrer dans la chambre. Imaginez-vous si tous les jours, il y a des dizaines de gens qui vous regardent vous réveiller et vous lever et ensuite vous coucher. Ça doit être vraiment bizarre. Personnellement, j'aimerais pas du tout. À cette époque, on dormait assis parce qu'on pensait qu'on allait mourir si on dormait allongé. Il paraît que les gens se lavaient pas beaucoup à l'époque et qu'ils utilisaient beaucoup de parfums pour cacher les odeurs. Et c'est pour ça que les Français ont la réputation de pas se laver. Merci Louis XIV. Et apparemment, les dames de la cour cachaient leur bouche avec un tissu parce que le roi sentait mauvais de la bouche. Il avait très mauvaise haleine. Mais le roi se lavait quand même un peu. Il se lavait avec un tissu en toile. C'est de là d'où vient le mot toilette. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait peur de l'eau. Parce qu'on pensait que l'eau transportait beaucoup de maladies. C'est aussi la mode de la poudre blanche sur le visage. Les hommes et les femmes en portaient parce que le blanc était synonyme de pureté. Les perruques étaient à la mode aussi. Au départ, c'est Louis XIII qui en portait une pour cacher sa calvitie. Et Louis XIV a fait pareil parce qu'il perdait ses cheveux aussi en fait. Donc la perruque avec les cheveux longs est devenue un signe de richesse, de noblesse. Et les hommes portaient des talons aussi. Louis XIV en mettait parce qu'il était assez petit en fait. Donc le roi Soleil mettait une perruque, du parfum, des talons, des robes, des bas, de la poudre blanche pour cacher ses problèmes. Bref, on peut pas dire que ce soit très naturel tout ça. Mais ces accessoires étaient synonymes de virilité. Louis XIV, qui se faisait aussi surnommer Louis le Grand, meurt en 1715 au château de Versailles. Son successeur ne sera pas son fils, mais son petit-fils, Louis XV. Ce dernier fera construire ce qui manquait au palais, une salle de spectacle à l'Opéra Royal. C'est une salle magnifique qui est encore utilisée de nos jours d'ailleurs. Louis XV n'était pas fan des représentations publiques, donc il a fait construire des appartements plus petits pour être un peu plus tranquille. D'ailleurs, il avait même un escalier privé pour aller voir ses maîtresses. Une maîtresse, c'est le synonyme de professeur au féminin, mais le mot veut dire aussi une femme avec laquelle on a une relation extra-conjugale, c'est-à-dire en dehors du mariage. Le masculin se dit un amant. Donc un amant et une maîtresse. Donc Louis XV avait des maîtresses parce qu'il trompait la reine. Louis XV meurt aussi au château et son successeur est le dernier roi, Louis XVI. Il vivra à Versailles avec la reine Marie-Antoinette jusqu'à la Révolution française de 1789 bien sûr, date à laquelle ils ont dû quitter le château. Et j'ai fait un épisode entier dédié à cette révolution d'ailleurs. Après cette révolution, le château n'est plus habité par les rois. Il est vidé de la majorité de ses meubles qui seront vendus aux enchères et les collections de peintures seront transportées au musée du Louvre. Et en 1832, Louis-Philippe décide de transformer Versailles en musée. Il fait démolir quelques appartements pour construire une énorme galerie, la galerie des batailles, avec de grands tableaux qui racontent 14 siècles de l'histoire du pays. En 1875, le gouvernement français fait construire au château la salle du Congrès pour accueillir des réunions avec l'Assemblée et le Sénat. Pour mieux comprendre, je vous explique le système politique français dans l'épisode 40. Et cette salle est toujours utilisée de nos jours. Donc très souvent, les politiciens vont à Versailles pour ces assemblées. On passe maintenant aux jardins qui sont vraiment impressionnants et magnifiques. Donc comme je disais, c'est principalement André le Nôtre qui va les construire. Et c'est le projet de sa vie puisque le jardinier va mettre plus de 40 ans à les aménager. Le roi lui demande de faire un chantier gigantesque et inimaginable
parce que Versailles est situé dans les marécages, donc il faut aller chercher de l'eau qui ne stagne pas, mais dans les rivières qui sont très loin. On invente une grosse pompe, la machine de Marly, pour pomper l'eau de la Seine, le fleuve, qui se trouve à plus de 10 km. On crée des aqueducs pour transporter l'eau, etc. Bref, c'est un chantier titanesque juste pour les fontaines et les bassins artificiels. Il y a en effet beaucoup de fontaines immenses, dont la plus connue est le char d'Apollon. Et au centre des jardins, il y a un grand canal qui est comme un bassin géant en forme de croix. La vue sur ce canal est spectaculaire depuis le château. Donc le parc est magnifiquement décoré, on y trouve environ 380 œuvres d'art, comme des statues grecques, etc. Louis XIV a fait construire une résidence secondaire un peu plus loin dans le parc, pour être loin de la cour et du peuple quand il voulait être tranquille. Le bâtiment s'appelle le Grand Trianon. Louis XV a fait construire un autre petit pavillon, le Petit Trianon, pour sa maîtresse, Madame de Pompadour, et Louis XVI a offert cette résidence à son épouse, la reine Marie-Antoinette. Et cette dernière reine a fait construire un petit village dans le parc qui sera le hameau de la reine. Un hameau, ça veut dire un petit groupe de maisons séparées de la ville, éloignées de la ville. Ce hameau est comme un petit village privé, avec des maisons du style anglais rural, donc on se croit à la campagne. Il y a un lac artificiel, un moulin, une ferme avec des animaux, aucun détail a été oublié. Le château et le parc sont ouverts au public, mais depuis quelques jours, il vous faudra le pass sanitaire pour pouvoir y rentrer. Je vous laisse le lien du site internet officiel où vous pourrez avoir tous les renseignements pour votre future visite. Ils organisent des visites guidées à vélo ou en barque par exemple, donc ça peut être vraiment très sympa à faire. J'ai visité Versailles avec mes parents quand j'étais petit, j'avais 11 ans ou 12 ans je crois. Donc je me rappelle plus de rien, mais j'ai vraiment envie d'y retourner quand l'occasion se présentera. Je pense que c'est un élément essentiel du patrimoine français et surtout un site époustouflant et magnifique. Voilà, c'est ainsi que je termine cet épisode aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye!